Le premier opus de la saga nous plongeait au cœur d'un quartier populaire napolitain, marqué par la pauvreté et la violence, au sein duquel nous suivions l'enfance et l'adolescence d'Elena et Lila, deux jeunes filles profondément liées par une amitié complexe, faite de fascination et de rivalité. Unies par la même curiosité, intelligence, mais surtout par leur volonté de s'arracher à tout prix à leur milieu social, leurs vies ont toutefois pris des tournants très différents du fait d'un seul facteur, l'accès aux études. Tandis qu'Elena, studieuse et disciplinée, a pu poursuivre l'école malgré les réticences initiales de ses parents, Lila, pourtant plus vive et plus brillante, a été contrainte d'y renoncer sous la pression familiale. Ce tournant décisif scinde leur vie. Elena s'élève socialement, tandis que Lila s'enfonce dans un marasme de mauvais choix et de violence. Et pourtant, comme un fil invisible, la domination psychologique qu'exerce Lila sur Elena persiste, indélébile, même lorsque cette dernière commence à goûter au succès. Ce contraste saisissant entre l'ascension sociale d'Elena et sa soumission intérieure est fascinant. Il révèle avec une intensité troublante la persistance de l'influence de Lila, qui, bien que dissimulée sous les apparences du triomphe, déforme encore et toujours le regard qu'Elena porte sur elle-même. Le premier tome offrait une exploration psychologique fascinante des personnages. Lila, magnétique et imprévisible, y exerçait une emprise quasi tyrannique sur Elena, qui, prisonnière d'une admiration teintée d'envie, ne cessait de se dévaloriser. Ces dynamiques, parfois agaçantes, restaient néanmoins captivantes à analyser parce qu'elles révélaient des mécanismes universels de pouvoir et de dépendance dans les relations humaines. Même aux prémices de son succès en tant qu'écrivaine, alors qu'elle commence à se faire un nom, Elena continue de se sentir inférieure. Elle juge son propre roman moins remarquable qu'un texte d'enfant griffonné par Lila à l'école primaire. Son livre n'aurait pas existé sans la fée bleue, confesse-t-elle, reconnaissant l'influence motrice de son amie sur sa vie et sur son œuvre. Et peut-être a-t-elle raison, car si leur amitié a toujours été empreinte de toxicité, Lila a également joué le rôle d'un catalyseur pour Elena, la poussant à se dépasser, à cultiver sa curiosité et à s'améliorer sans relâche. Une rivalité certes destructrice, mais à la fois étrangement féconde. Alors, avec le nouveau nom, le deuxième tome, mon ressenti est plus nuancé. Si le premier volet m'a tenu en haleine du début à la fin, sans aucun temps mort, celui-ci m'a semblé plus lent et par moments alourdi de redondance et de moments creux. L'envie de connaître la suite reste intacte, mais l'urgence narrative s'essouffle un peu. Cela dit, ce deuxième opus a une grande force. C'est la manière dont il approfondit un thème essentiel qui est la violence masculine. Déjà présente en filigrane dans l'Annie prodigieuse, elle se révèle ici dans toute sa brutalité. Ferrante explore la banalisation des coups, la soumission imposée aux femmes, les silences complices qui en découlent, transformant sa violence en norme tacitement acceptée. Le regard que la société porte sur Lila, battue par son mari, est glaçant. Au lieu de l'indignation, on trouve des jugements froids, une approbation implicite, voire même explicite. Cette description sans concession de la violence patriarcale confère à ce tome une puissance beaucoup plus sombre que le premier. En conclusion, bien que la magie opère avec moins d'intensité dans ce deuxième tome, j'ai trouvé intéressant d'explorer la suite de la dynamique toxique entre Lila et Elena, leur lutte pour échapper à leurs conditions sociales, mais surtout la violence insidieuse qui marque la condition féminine de l'époque. Un passage en particulier illustre cette réalité de façon glaçante. Elena raconte qu'un étranger n'aurait jamais pu poser la main sur elle sans provoquer la fureur collective des hommes du quartier prêts à défendre son honneur à coups de poing. Pourtant, ces mêmes hommes, père, frère ou mari, s'arrogeaient tous les droits sur le corps des femmes, révélant une violence bien plus intime et bien plus inéluctable. Ce contexte rend le choix matrimonial d'autant plus crucial pour les femmes, mais aussi terriblement piégeant. Dicté par l'amour, souvent à un âge où l'on comprend peu les conséquences, il expose à la désillusion tragique qu'un homme charmant et attentionné peut devenir un bourreau une fois enfermé dans le mariage où il détient tous les pouvoirs sur la vie et l'intégrité de son épouse. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une fois, c'était un format court pour vous partager rapidement mes impressions sur le deuxième tome de l'Amie prodigieuse que je viens tout juste de terminer. Prochaine étape, plonger dans l'univers intrigant de la saga Blackwater. Je vous prépare probablement une autre vidéo courte sur cette saga, qui oscille entre fantastique et horrifique léger.
Je n'ai pas l'habitude d'en lire, donc ça va être intéressant. Et après cette escapade, retour à la science-fiction avec le tome 2 du Problème à trois corps, dont la vidéo est en préparation. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.